Un débat, deux personnalités. Je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté de vous rencontrer sur ce plateau. Bonsoir Raphaël Glucksmann. Vous êtes essayiste et réalisateur. Vous avez publié Notre France, dire et aimer ce que nous sommes aux éditions Alary. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Journaliste, essayiste et auteur d'un quinquennat pour rien. Auparavant, c'était un suicide français. Merci d'accepter cette rencontre parce qu'elle permet le débat de deux personnalités fortes, de deux visions de la France. L'un qu'on appelle, l'une, je dirais qu'on appelle décliniste, vous direz-vous, Éric Zemmour, lucide peut-être, et l'autre qui veut une histoire nationale positive, humaniste, et certains la qualifieront de naïve ou d'angélique. Les deux, vous utilisez le mot nation, vous utilisez le mot cosmopolitisme, mais dans deux versions différentes. L'un pour en retrouver les racines, peut-être pour se refermer, et l'autre qui veut que l'universalisme et des valeurs françaises ne meurent pas avec les crises majeures que nous vivons. Est-ce que ce sera possible? C'est pour cela que je vous ai invité à vous rencontrer et je vous en remercie. Alors d'abord, évidemment, l'actualité, elle est très forte et cette élection de Donald Trump, elle est aussi un phénomène mondial qui nous touche. Peut-être d'abord votre réaction, surprise, pas surprise, Raphaël Glucksmann? C'est pas vraiment une surprise puisque ça s'inscrit dans une crise durable des sociétés occidentales. On a pu être surpris parce que les sondages n'annonçaient pas la victoire de Trump. Mais quand on regarde les derniers scrutins, il y a une crise profonde des sociétés occidentales et chaque scrutin la confirme. Il y a une crise sociale, une crise politique, mais aussi une crise identitaire, oui, une crise identitaire. Et il y a des élites qui ne savent pas comment répondre à cette crise, qui ne savent pas reformuler un projet qui donnerait du sens aux sociétés dans lesquelles nous vivons, qui unirait le peuple. Et donc, chaque élection se transforme en coup de massue. Et moi, je suis d'autant moins surpris que ça fait 3 ans que j'ai écrit un livre qui essayait d'alerter ces élites-là en disant vous êtes adressé aux jeunes générations. Et j'avais même fait un texte dans ce livre qui disait que Marine Le Pen, qui imaginait Marine Le Pen prenant le pouvoir en 2017. Et mes amis, à ce moment-là, s'étaient foutus de ma gueule, pour parler crûment, en disant, mais enfin, ok, tu fais du catastrophisme, c'est impossible, c'est impossible. Le fait est qu'à chaque fois, ils pensent que c'est impossible et à chaque fois, ça se produit. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut interroger cette crise, qui est plus qu'une crise sociale, une crise identitaire. Et donc, sur le diagnostic, vous allez être d'accord, Éric Zemmour? Moi, j'aime bien quand tout le monde maintenant va dire qu'il l'avait prévu. Non. Non, mais je dis pas vous spécialement, je dis tout le monde en général, parce que ça va être amusant. Tout le monde va dire, mais oui. Les sondages étaient plus serrés que ce qu'on en a dit. En vérité, ils étaient serrés. Évidemment, donc on ne peut pas dire que les sondages c'est les interprètes des sondeurs qui ont essayé de manipuler les Américains. Parce qu'il y a eu une tentative de manipulation qu'il faut pas se leurrer. Il y a eu une intox incroyable depuis des mois pour dire que Hillary Clinton allait écraser Donald Trump et qu'il avait 90% des chances de perdre. Je vous assure, regardez les sondeurs, les médias, les derniers sondages donnaient 45-47, 43-45. Je vous dis pas ça, je vous dis pas ça, Ruth. Vous savez bien, je dis les interprètes. D'accord. Bon. Alors, maintenant, donc vous n'étiez pas surpris? Non, ça fait moi depuis le début de la primaire. Je dis, puisque je fais ma chronique sur RTL, j'ai dit aux gens d'RTL, il va aller au bout, il va peut-être pas gagner, mais il va aller au bout, il a les thèmes exactement, il parle exactement comme les peuples occidentaux veulent entendre qu'on leur parle. J'ai passé l'été à lire les 2 grands livres de Samuel Huntington, Qui sommes-nous et le clash des civilisations, Qui sommes-nous étant d'ailleurs peut-être encore meilleur que le clash des civilisations, et je vous assure, j'ai eu ça en mois de juillet-août, je vous assure que la campagne de Trump, que j'ai découvert donc à la rentrée, c'est la déclinaison idéologique et électorale des thèses de Samuel Huntington. Avec cette spécificité quand même de Donald Trump qui devrait vous questionner aussi, qui est que c'est un milliardaire qui est finalement la quintessence de cette dégénérescence, de cette décadence que vous dénoncez, puisque c'est la télé-réalité, c'est le cul, c'est l'argent débridé et le projet et l'homme qui se vante de ne pas payer d'impôts. Donc il y a là un paradoxe, mais il porte... Il y a toujours des paradoxes. Marx était un bourgeois, vous savez bien. Ce ne sont jamais les gens qui sont avilis, qui sont martyrisés, parce que je pense que là, aujourd'hui, le peuple américain s'est révolté contre une action terrible qui leur est faite depuis des décennies, comme au peuple français. Quand Raphaël dit il n'y a pas d'élite qui peut porter un nouveau projet, j'entends bien, c'est le discours traditionnel, mais vous vous trompez, Raphaël. Il y a un projet.
Ah. Il y a un projet des élites qu'ils ont mis en œuvre depuis 30 ans. C'est se débarrasser des peuples. C'est se débarrasser des peuples indigènes au profit d'une alliance. Ça n'est pas le peuple, Trump. Exactement, le remplacement par les populations du Sud. C'est ça le projet des élites. Et c'est contre ce projet-là que les peuples américains s'est révoltés. Il y a une angoisse identitaire. Parce que oui, il y a eu un vote identitaire. Cette fois-ci, c'est un vote identitaire. Quand même. Non, mais parce que j'entends les commentateurs qui veulent résumer ça à une révolte sociale. C'est pas qu'une révolte sociale, puisque les revenus les plus bas, finalement, puisqu'ils sont principalement constitués par des Noirs et par des Hispaniques, ont voté Hillary Clinton. C'est le malaise de l'homme blanc. C'est le malaise de l'homme blanc qui s'est exprimé Sachant que les femmes blanches ont aussi voté pour Donald Trump, et vous, l'antiféministe, vous devez vous en réjouir. Laissez-moi répondre. Par contre, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un projet de grand remplacement. Eh bien, ce projet-là n'est confirmé par absolument aucun fait. Qu'il y ait des gens, que les théories du grand remplacement fassent florès, que la crise identitaire et l'incapacité des élites à dire pourquoi nous faisons un peuple entraîne ce genre de succès des théories du grand remplacement. Le fait est qu'Éric Zemmour, il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a que ça. Mais non, il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a que ça. Moi, je vais vous emmener, je vais vous dire, les 7 millions, j'en ai assez de cette discussion sur le grand remplacement d'enfants étrangers en France quand il y a 3 millions on parle des États-Unis d'abord, s'il vous plaît. On parle des États-Unis. Alors c'est très simple. On parle des États-Unis, on parle des États-Unis. Alors voilà. C'est le même sujet. C'est exactement le même sujet. Je m'en doutais. C'est exactement le même. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? Je disais que j'avais lu Huntington cet été. Qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, vous avez un peuple dans le peuple. Un peuple mexicain, latino, qui parle espagnol, qui a ses télés, qui a sa langue, qui impose sa langue, qui a ses écoles, et ne veut plus s'assimiler au peuple américain anglo-saxon, qui n'accepte plus l'héritage anglo-saxon. Et c'est contre ça qu'il se révolte. Et c'est contre une immigration permanente, folle. En fait, qu'est-ce que c'est je finis. Qu'est-ce que c'est l'immigration mexicaine? C'est la revanche sur les gringos. Les gringos leur ont piqué la moitié de leur pays avec la Californie, le Texas, etc. Ils se vengent aujourd'hui par la démographie. Nous avons le même sujet aujourd'hui. Vous y voyez, j'imagine, la comparaison avec la colonisation et l'Algérie. C'est évident. Mais alors, réponse, Raphaël Glucksmann. Vous passez votre temps à essentialiser les choses. C'est-à-dire que, pour vous, les Mexicains veulent prendre leur revanche et les élites ont le projet de laisser les Mexicains prendre leur revanche. C'est ça. Donc, le projet de l'élite américaine, c'était en gros de se laisser voler une partie de leur pays par l'immigration mexicaine. Oui. Oui. Je vais vous dire après. C'est un projet conscient. Oui. C'est un projet conscient. Je peux vous répondre? Répondez-moi, parce que pour moi, non, je vais vous expliquer, parce que pour moi, d'abord, je vais vous expliquer ma question. Et vous me laissez pas répondre. Je vais vous expliquer ma question, parce que le fait est que les chiffres de ce grand remplacement ne sont pas confirmés. On a dit qu'on parle des États-Unis d'abord, on parlera de grand remplacement en France après. Alors. Moi j'écoute Ruth. Oui. Alors. Ah mais parce que je peux répondre. Oui. Alors vous allez répondre et ensuite on va passer. C'est une question fondamentale. Il a raison de la poser. Allez-y. Bon. J'essentialise comme le général de Gaulle essentialise quand il dit le peuple russe absorbera le communisme comme le buvard absorbe l'encre. Quand le général de Gaulle dit ça, ça veut dire qu'il y a des nations éternelles, qu'il y a des peuples, et que, au-delà des idéologies, au-delà de l'histoire, ils sont éternels. Alors oui, j'essentialise comme ça. Il y a une deuxième phrase que j'aimerais vous citer, qui est « ce sont les morts qui gouvernent les vivants ». C'est une vieille phrase d'un théoricien du 19e siècle, oublié aujourd'hui, peu importe. Je crois en ça. Alors j'imagine que Raphaël Glucksmann, lui, quand je dis il n'est pas les du tout Mexicains, là-dessus. vous comprenez bien, Raphaël, que je ne veux pas dire chaque Mexicain se dit je vais prendre ma revanche sur les gringos qui m'ont pris mon pays il y a un siècle. Non, c'est pas ce que je dis, vous avez bien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'âme des peuples, il y a l'esprit, et donc les morts gouvernent les vivants. Et donc si on continue votre logique, puisque ce sont ces grilles de lecture-là qui sont en train de triompher, si on continue votre logique, nécessairement, vous abolissez le cosmopolitisme qui constitue la démocratie américaine. Oui. Donc nécessairement, vous reproduisez... Laissez-moi parler. Non mais... Vous dites vous parlez pendant 10 minutes. Laissez-le finir. Nécessairement, vous retournez à la séparation, puisque si ces gens-là, parce que les morts gouvernent les vivants, ne peuvent de toute façon pas s'intégrer et former le même peuple avec les Blancs qui ont voté pour Trump, il faut donc les séparer, soit les expulser, soit qu'ils vivent dans une situation d'apartheid. Donc la conséquence logique, c'est pour ça que je voulais débattre avec vous, parce que
contrairement à beaucoup de politiciens qui pourraient partager vos opinions, vous allez jusqu'au bout. Donc la conséquence logique de ces grilles, bien sûr, la conséquence logique de ces grilles de lecture, ce sont les déportations, sans mettre de connotation 1940. Okay. Je peux répondre à ça? Ouais. Non. La cohérence logique, c'est une chose. C'est quand on est étranger et qu'on vient dans un pays, que ce pays s'appelle les États-Unis ou que ce pays s'appelle la France. J'ai découvert encore avec mes lectures d'Huntington que c'était pas du tout l'image que j'avais des États-Unis et que le melting pot américain se ressemblait en fait beaucoup à notre assimilationnisme. Je vous avoue franchement que j'ai découvert ça cet été. Que c'est pas du tout ce qu'on en dit entre nous en France. Donc quand on est étranger, et je sais, puisque moi, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades, ils n'étaient même pas là à la charge de Murat à Eylau. Donc je suis moi-même un Français de branche et non pas de souche. Qu'est-ce que fait un étranger? Il s'assimile, c'est-à-dire qu'il fait sienne la langue, les mœurs et l'histoire. Ben, je vous ai répondu. L'histoire de France et l'histoire des États-Unis, ce que ne font plus les immigrés d'aujourd'hui. Donc vous avez raison, et d'ailleurs Huntington le dit, ça finira par une guerre de sécession, une nouvelle guerre. Et attendez, non, laissez-moi répondre. Parce que je finis. En France, ça finira par une partition, comme l'a dit le président de la République. Vous revenez à la France, donc moi je peux vous répondre sur la France. Non, allez-y pour les États-Unis. Non, ce que vous ne comprenez pas dans votre propre logique, c'est que en essentialisant, vous abolissez toute possibilité, y compris d'assimilationnisme. Pas du tout. Mais non, parce que si les morts gouvernent les vivants, et si nous avons là une colonisation de peuplement mexicain, alors ça veut dire que vous ne considérez pas les individus en tant que tels, que vous ne leur permettez pas de s'intégrer, et que finalement, en reproduisant ad vitam aeternam ces clichés sur les Mexicains sont des violeurs, comment voulez-vous que les Mexicains s'intègrent? Votre candidat, le candidat que vous défendez, Trump. Mon candidat, n'exagérez pas. Oui, d'accord. C'est pas un discours assimilationniste de dire les Mexicains sont les violeurs. Raphaël Antoven. Je vous reprends. Raphaël Glucksmann. Pourquoi je vous appelle Antoven? Excusez-moi. Parce qu'il y en a deux. Et pardonnez-moi. Raphaël Glucksmann. Exactement, je vous répète la phrase du général de Gaulle. On peut assimiler des individus, pas des peuples. Oui, Philippe de Villiers. C'est pas grave, c'est un ami, ça me vexe pas. Quand on peut assimiler des individus, ça oui. Là, je ne suis pas essentialiste, je pense que et je vous dis, j'en suis la preuve vivante. Moi, je me suis assimilé, mes parents se sont assimilés. Vous voyez pas que là, vous êtes en contradiction avec le grand remplacement? Mais pas du tout, pas du tout. S'il y a une stratégie du grand remplacement, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Alors, le nombre des individus, des peuples. Vous savez, Engels disait, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Alors revenons quand même sur votre définition, Raphaël Glucksmann, vous justement, de l'identité, puisque dans le fond, il nous a expliqué, Éric Zemmour, j'allais dire Raphaël Zemmour, ça commence à être compliqué. C'est joli Raphaël, ça me vexe pas non plus. Sa vision de la France, c'est-à-dire un pays qui connaît une histoire millénaire façonnée et dans laquelle, quand on vient, on s'adapte au mode de vie. Vous dites au contraire, tout sauf une idée monolithique. Tout sauf, c'est aussi des impuretés, c'est aussi des mélanges, c'est aussi un roman national dans lequel il y a des personnages et des personnalités et même des histoires qui ne sont pas pures, chimiquement pures, au contraire. Et c'est cela qui fait la richesse de la France. C'est même le propre de la France. Par contre, oui, c'est une histoire millénaire dans laquelle il faut s'intégrer, à laquelle il faut s'adapter pour pouvoir continuer ce récit-là. Déjà, c'est bien. Non, mais laissez-le finir. Éric Zemmour, laissez-le finir. Laissez-le finir. J'ai été élevé dans ce récit-là, donc j'ai pas fait des progrès, c'est ce que j'ai toujours pensé. Donc, il faut s'adapter à cette histoire millénaire. Mais que nous dit cette histoire millénaire? Est-ce que cette histoire millénaire, c'est une France univoque, française, elle est française, mais chrétienne, blanche? Non. La France, c'est justement un pays qui s'est fondé en assumant d'avoir des origines multiples et d'avoir une quête commune. Nous avons une histoire. Une histoire, c'est très différent d'une idéologie identitaire où on devrait impérativement ressembler à quoi nous ressemblions il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles ou 4 siècles. La France a accepté d'être une évolution, d'avoir une identité qui pouvait changer. Et c'est ça. C'est fou. Mais bien sûr que dans l'histoire de France, il y a eu des gens qui ont refusé cela et qui à chaque siècle ont proclamé que la France était en train de se suicider. Ça existait au moment des Lumières, ça existait au moment de la Révolution française, des gens que vous citez, que vous admirez, qui sont des auteurs contre-révolutionnaires, comme De Maistre, et qui nous expliquent... De Maistre, c'est un grand écrivain. Oui, bien sûr. Et qui nous explique que la France est la nation qui trompe le plus les gens. Vous m'avez lu, c'est bien. Bien sûr. Et qui, par ailleurs,
fait le propagandiste de la contre-révolution à l'échelle européenne, à Saint-Pétersbourg, que vous citez avec admiration. Donc, ces gens-là ont proclamé la mort de la culture française à chaque fois qu'elle a changé. Non, le propre de la France est d'avoir une culture qui peut changer. Et dans les années 30, et pardon, Éric Zemmour, sur ce plateau, vous m'avez dit être barésien. Oui. Souviens. Maurassien. Oui. Non, il a précisé qu'il était plutôt barésien, ce qui déjà peut poser question. Mais vous savez. Mais surtout, et quand même, ce qui est quand même aussi un récit du déclin de la France. Oui, c'est déjà historiquement, tout à fait. vous ne faites que vous avez installer raison. dans ce sillon. Vous le reconnaissez. Mais bien sûr que je le reconnais. Je vais vous dire, c'est très simple. Vous confondez deux choses. Pour Barrès et Maurras, c'est simple. Vous savez. Le général vous savez vous aimez le général de Gaulle, vous savez ce qu'il disait de Maurras en 1944, il est devenu fou à force d'avoir toujours raison. Donc ça nuance le jugement sur Maurras, mais peu importe. Vous confondez deux choses. Vous confondez effectivement... Donc vous n'êtes pas maurassien en plus? Non, mais je vous dis, c'est compliqué Maurras, mais on ne va pas faire le débat sur Maurras. Parce je vous cite cette phrase pour montrer que c'est compliqué. D'accord, alors je vous propose qu'on se retrouve dans un instant, parce que c'est l'heure de la pause. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore plus de 20 minutes de débat. Merci beaucoup pour parler de Maurras. De vous y prêter. Non, ce ne sera pas sur Maurras. Ce sera sur la France d'aujourd'hui. Bien sûr. S'il vous plaît, et celle de demain. Je vais répondre. Merci. Tout de suite.